pensiez tout savoir sur les féminicides? Détrompez-vous. Toutes les victimes qui ont subi un féminicide avaient dit « Je pense qu'il va me tuer ». Il m'a dit « Tu l'auras voulu ». Il m'a donné des coups de couteau. On commence par une gifle et après, ça s'aggrave à chaque fois. Pour agir, il faut encore combattre les clichés. Pourquoi elle ne s'en va pas? Au final, c'est qu'elle le veut bien. Les préjugés ont la dent dure, je dirais. Et comprendre qu'il n'y a pas besoin de coups pour détruire. C'est des reproches tous les jours, des insultes. J'étais enfermée H24. Aujourd'hui, la question des féminicides s'est imposée dans le débat politique. La Chambre adopte le projet et sera soumis à la sanction royale. La lutte contre les violences intrafamiliales tente de gagner du terrain. On le voit notamment par les formations qui sont mises en place auprès de policiers, de magistrats, des avocats. Alors oui, les lignes bougent, mais doucement. Est-ce que quelqu'un a déjà été victime ou témoin de violence? Trop doucement. Chaque pas est important, mais il faut se dépêcher. C'est la course contre la montre. Vous avez été battue quand, madame? Ok, donc depuis dimanche, vous avez déposé plainte et monsieur a été privé de liberté. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est lui ou c'est moi? Écoute, violence conjugale, bonjour. Si vous êtes dans des pensées suicidaires, je pense qu'il serait alors vraiment utile que vous puissiez vous retourner vers une équipe médicale qui vous prenne en charge. Décidez de couper net les contacts parce que vous n'avez plus envie. Exceptionnellement, nous avons reçu l'autorisation de poser nos caméras dans les bureaux de Véronica et de Rita. Ce matin-là, elles répondent aux appels passés sur la ligne d'urgence réservée aux violences conjugales. Comme souvent, les appels s'enchaînent. Et là, est-ce qu'il pourrait revenir vous menacer? Madame, mais par rapport à votre sécurité actuelle, parce que ça me préoccupe, par rapport à votre sécurité actuelle. Toutes les deux sont des intervenantes au sein de l'ASBL Solidarité Femmes. Elles savent que ce premier appel est crucial. Et c'est la première fois que vous en parlez à quelqu'un? Rita est l'une des 40 professionnelles qui se relaient sur cette ligne. Ce matin, elle soutient une jeune femme incapable de retenir des sanglots, difficilement supportables. Prenez le temps de respirer par le ventre. Ici, finalement, elle dit « j'appelle parce que je me demande qu'est-ce que je vis, quoi ». C'est le début du processus. Là, elle a enclenché quelque chose et elle commence à répondre à ces questions et elle va se mettre tout doucement en marche. Ligne écoute violence conjugale, bonjour. Je ne supporte plus, il tape dans tout. Il est complètement fou, il est en train de m'écraser, j'ai peur. J'ai très peur, madame. Pour protéger celles qui ont osé ce premier pas, nous avons fidèlement reproduit leurs mots. Il m'a dit que j'étais qu'une merde. La voix que vous entendez, c'est celle de Maryse. Il m'a dit que lui, il n'est pas comme ça. C'est moi qui le rends comme ça. Mais surtout que si j'avais fermé ma sale gueule, il serait différent. Maryse n'est pas une comédienne. C'est quelque chose, ouais, c'est fou. Si j'ai mes mains qui tremblent comme une feuille, c'est incroyable ça, c'est fou, hein. Maryse est une survivante. Oui, je suis une survivante. Oui, bien sûr, je me suis battue pour vivre, donc je pense qu'on peut dire que je suis une survivante. Je me suis battue pour vivre, parce que je voulais pas mourir. Je ne voulais pas mourir, en tout cas je ne voulais pas mourir comme ça. Parce que la violence conjugale n'a rien de glamour, Maryse a accepté de nous décrire ce qu'elle a subi sans rien édulcorer, en utilisant les mots justes, ceux qui frappent. Oui, il a essayé de me tuer. Et il avait des très grandes mains, très costauds, donc j'avais pas besoin d'un coup de poing. Je recevais des gifles, et une gifle, j'étais sonnée.
J'ai reçu des coups de pied souvent dans les genoux, les côtes. Un jour, j'ai eu un couteau sous la gorge. Ils tentent plusieurs fois de m'étrangler. Je vais contrôler l'étranglement pour ne pas suffoquer, en fait. Il va me tabasser, me passer à tabac, c'est vraiment ça. Je vais avoir 9 côtes cassées, un poumon perforé, fracture de la jambe, fracture du crâne, nez cassé à 3 endroits, la mâchoire cassée, je perds des dents, l'os ici en dessous de l'œil, j'ai oublié le nom de cet os qui va être cassé aussi. Je vais courir parce que j'ai tellement peur qu'il me rattrape que je vais courir et que quelqu'un, un voisin va m'arrêter. Il va me regarder, il va me dire « Oh mon Dieu », il reconnaît que je suis la voisine qui habite là, va appeler les secours. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Si Maryse parle aujourd'hui face à notre caméra, c'est pour donner un visage à celles qui ne sont plus là. Un visage qu'elle a dû reconstruire. Notre enquête a débuté au mois de février. Le macabre compteur de l'année avait déjà commencé à tourner. Le 3 janvier 2024, Stéphanie, 43 ans, mourait sous les coups de couteau de son mari. Le 1er février, c'est au tour de Marianne, 56 ans. 2 semaines plus tard, Ingrid est tuée à coups de marteau. Le 20 février, c'est Laurence qui est assassinée. Toutes les 4 sont mortes sous les coups de leur conjoint. Ces visages s'ajoutent aux 26 autres femmes tuées en 2023. On tue une femme simplement parce qu'elle veut vivre libre. On en est là, en fait. C'est ça, le féminicide. Sur ce blog, Stop Féminicide, les associations vont au-delà du nombre. Elles mettent des mots sur l'histoire de vie de ces femmes. Des histoires qui se ressemblent tragiquement, parsemées de violences que l'on n'a pas pu arrêter ou même détecter à temps. On met en évidence telle femme a été tuée de telle manière, souvent de manière très violente d'ailleurs, et tout ce qui précède le crime, finalement, ça n'a pas de poids, ou en tout cas, ça ne fait pas sens. Lucia porte le numéro 5 de la liste des victimes de féminicide de l'année 2022. Son meurtrier, c'est lui, un cuistot de 56 ans. Un homme déjà connu de la justice pour des faits de violence et de harcèlement sur ses autres compagnes. Mais cette fois, il ira plus loin. Après une semaine de relation, il va enfoncer un couteau dans le thorax de Lucia. 34 fois. Cet homme n'est pas poursuivi pour féminicide. L'infraction n'existe pas dans notre code pénal. Mais ce jour-là, une petite révolution va secouer la cour d'assises de Mons. Aujourd'hui a été retenue une qualification totalement inédite, puisqu'il n'a pas seulement été reproché à un accusé d'avoir fait preuve de sauvagerie à l'encontre d'une personne en lui infligeant 34 coups de couteau, mais il a aussi été reproché à l'accusé d'avoir posé les gestes qu'il a posés en raison notamment du sexe de la victime. Donc le mobile a été un mépris profond, une haine de l'accusé envers les femmes. Pour l'accusé, les femmes sont des putes. Les femmes sont des putes. Il méprise les femmes parce que ce sont des femmes. Il n'a eu aucun respect pour les femmes qu'il a rencontrées. Il n'a eu aucun respect pour la mère de ses 5 enfants. Il n'avait aucun respect pour sa propre fille. Et toutes les femmes qu'il a rencontrées, il les considérait comme étant des objets. La société ne tolère plus ça, ne peut plus accepter le mépris pour l'être humain, pour ce qu'est l'être humain. Le jury a donc tenu compte de ce mépris pour les femmes
et l'a condamné pour meurtre à caractère sexiste. C'est inédit. C'est une évolution, certainement. Mais il en aura fallu du temps. Cette circonstance aggravante existe en effet dans le code pénal depuis 2013. Au même titre que le fait de tuer quelqu'un pour son orientation sexuelle ou sa couleur de peau. La peine peut alors être la réclusion à perpétuité. Le meurtrier de Lucia a été condamné à 30 ans de prison. Pour l'instant. Il a introduit un pourvoi en cassation. La question n'est pas finalement la peine, 20 ans, 30 ans de réclusion. C'est pas ça le problème. Cet homme a abusé et violenté des femmes pendant des années sans avoir jamais finalement été arrêté dans cette course folle qui témoigne d'un laisser-aller. Agir avant le pire. Des mots qui ont enfin résonné ici. En juin 2023, la Chambre a voté une loi jugée pionnière en matière de lutte et de prévention des féminicides. Alors, évolution ou révolution, nous le verrons un peu plus tard dans cette enquête. En attendant, dans l'intimité des foyers, à l'abri des regards, l'urgence ne cesse jamais. La violence conjugale se veut sournoise et invisible, comme ses victimes. Au début, c'est une histoire d'amour. Et ça vient petit à petit. On fait des reproches une fois, 2 fois, et puis ça s'accentue. C'est des reproches tous les jours, des insultes. Il nous atteint vraiment, il nous fait perdre confiance en nous. Si je voulais sortir avec des amis, je passais par tous les noms possibles. J'étais enfermée H24. Je pouvais sortir pour faire les courses. C'est tout. Pendant 6 ans, Claire n'aura d'autre choix que de s'adapter. Telle une prisonnière entre ces 4 murs. J'ai plus d'amis, j'avais que ma maman. Ma maman, je la voyais 3 ou 4 fois par an. Parce que même si j'allais chez ma maman, pour lui, j'allais voir ailleurs, forcément. Est-ce que vous avez reçu des coups? Une fois. Je suis partie, j'ai porté plainte. Je suis retournée. Et il m'a fait retirer ma plainte. Il me souhaitait de crever, mourir, voilà. J'ai pris la fuite. Je suis arrivée avec 2 valises. Je pleurais tout le temps. Parce que je savais bien que ma vie allait changer. Je pleurais parce que j'avais les enfants qui se demandaient un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici, on ne connaît pas. Donc, voilà. Mais on est très vite mis à l'aise ici, on est bien encadré. On est suivi. Ici, c'est un refuge pour les femmes victimes de violences. Avant, on appelait ça un refuge pour femmes battues. Un peu trop simple, un peu trop réducteur surtout. Car la violence conjugale n'a pas besoin de coups pour tuer à petit feu. Elles auraient pu être en danger de mort. Pour certaines, oui, c'est vraiment ça. Et donc elles vont se cacher chez nous, on va les éloigner géographiquement de là où elles sont pour préserver cette sécurité le plus longtemps possible. C'est la ligne. Écoute, violence conjugale, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi du dérangement. Une tentative d'étranglement, ça laisse un impact important, hein, parce qu'on se sent mourir quand même, donc ça c'est pas rien. Donc vous déposez les choses par rapport à ça, et à côté de ça, faire toutes les démarches juridiques ou autres, ou administratives qui sont nécessaires. On fait ça? De rien, madame. Plein de courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. L'important, c'est aussi le suivi, en fait. Le processus, c'est la contextualisation. Et c'est comprendre les mécanismes. Si on s'arrête à les 2 griffes que madame lui a mis pour se défaire d'un étranglement, ça va passer à la police et donc au parquet. Coup mutuel. Fini. C'est terminé. Et donc,
pas de prise en charge par rapport au fait de sa sécurité, de sa protection, de sa reconnaissance en tant que victime. Et lui aura tout gagné, puisque lui, le but, c'est de passer à travers les mailles du filet. Et donc, si ça ne va pas dans son sens, en termes de droits garde d'enfants, en termes de plein de choses, si ça ne va plus dans son sens, s'il n'a plus rien du tout à perdre, bien sûr que c'est dangereux, évidemment. Les places de première classe se trouvent dans la première voiture située en zone. Je m'appelle Stéphanie. J'ai été poignardée le 16 juin avec 26 coups de couteau par mon ex-mari parce que j'avais décidé de partir et qu'il ne supportait pas la rupture en fait. Il n'était pas violent. Quand j'étais en couple avec lui, il n'était pas violent. Seulement en parole, il était violent. Il me rabaissait et tout ça, quoi. Mais il n'avait jamais porté de coups. Et là, quand j'ai décidé de le quitter, eh ben, il m'a retrouvée... Alors que j'allais travailler, il m'a retrouvée dans le souterrain de la gare. Et il m'a donné des coups de couteau. Chaque mot de Stéphanie décrit le dangereux processus de la violence conjugale. Contrôle, isolement, agression verbale et le passage à l'acte quand la situation lui échappe. On a eu des bons moments, on a parti en vacances ensemble et quand ça allait bien, ben ça allait bien, quoi. Tout allait bien, mais quand ça basculait, c'était calvaire. Il m'insultait, je ne faisais jamais rien de bien. C'est lui qui décidait qu'est-ce qu'on allait manger. J'avais totalement pas mon mot à dire, quoi. Sur rien. Sur rien. C'était sa manière de faire. Il y avait besoin de tout contrôler, d'être maître de tout, en fait. C'est comme si j'étais pris dans un engrenage, en fait. Et un jour, je me suis dit, les enfants sont grands. Je vais partir. Et je suis partie. Et un mois, mais là, il a continué à me harceler au téléphone et tout ça. Il était là, il a descendu, il m'a dit maintenant tu rentres à la maison. Et moi j'ai dit non. Et maintenant je dis tu me laisses parce que je dois aller travailler. Et je lui ai tourné le dos. Et c'est là qu'il a commencé à donner les premiers coups de couteau en fait. Je me suis effondrée là. Parce qu'il l'a donné là. Et il m'a dit tu l'auras voulu. C'est tout ce qu'il m'a dit. Tu l'auras voulu. Il voulait me tuer. À partir du moment où tu me donnes un coup ici, c'est pas pour... Ça a été? Oui. Je vais chercher mon café. Stéphanie restera hospitalisée pendant plus d'un mois. Son agresseur, l'homme dont elle partageait la vie depuis 22 ans, tombera malade et mourra en prison avant d'être jugé. Avant le drame, Stéphanie avait déposé une plainte à la police pour harcèlement. Mais sans le moindre coup à dénoncer, personne n'avait perçu l'existence, pourtant bien réelle, du danger. Jean-Louis Simons intervient dans la prévention des violences conjugales depuis plus de 20 ans. Une expertise qui lui permet de briser bien des clichés. Dans un tiers des féminicides, il n'y avait pas de violence physique dans cette dynamique de couple. Donc vous voyez que la présence ou l'absence de violence physique ne doit pas être l'instrument de mesure, l'unité de mesure pour activer un dispositif de mise en sécurité des victimes. Mais depuis peu, quelque chose a bougé. Au bout de ce couloir, entre les bustes dressés de nos anciens premiers ministres,
on a entendu le mot féminicide résonner dans l'hémicycle. Ici, à la Chambre des représentants. Merci, chers collègues. Et donc, nous passons au vote. Merci beaucoup. Fin du vote. Nous sommes en juin 2023 et un texte présenté comme pionnier est voté. Abstention. La Chambre adopte le projet et sera soumis à la sanction royale. Une loi cadre qui propulse sur le devant de la scène politique la prévention et la lutte contre les féminicides, mais aussi contre toutes les violences qui les précèdent. Une sorte de boîte à outils où l'on trouve, pour la toute première fois, une définition du mot féminicide. Cette loi est une loi qui pose un cadre et qui demande à comprendre ce qu'est le féminicide. Ce terme doit être utilisé. On ne peut plus dire il s'agit d'un meurtre ou il s'agit d'un assassinat. Non, il s'agit d'un féminicide, c'est-à-dire un crime d'une femme par un homme parce qu'elle est une femme. Ce texte affine cette définition. On parle d'un féminicide intime quand l'auteur est le compagnon de la victime. De non intime quand l'acte est posé par un tiers dans un contexte de traite des êtres humains par exemple, ou encore de féminicide indirect lors d'un avortement forcé, entre autres. On définit aussi l'homicide fondé sur le genre quand il concerne un homme transgenre. Il y a quelques années encore, on confondait disputes et violences conjugales. Cette loi féminicide, elle vient travailler justement la prise de conscience, la mise en mots, je le répète vraiment, la mise en mots d'une réalité qui est là, qui est présente parmi nous. Ce texte prévoit également de recenser, enfin, les féminicides, de protéger mieux encore les victimes et de former les professionnels de la justice et de la police aux nouveaux outils. Mais ce qui a retenu notre attention dans ce texte, c'est la présence de ces deux mots. Contrôle coercitif. Deux mots qui résument à eux seuls le processus d'emprise dont nos témoins nous parlent depuis le début de notre enquête. Le contrôle coercitif, ce sont tous les micro-éléments dans une relation de prise de contrôle et de pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire des processus d'intimidation, des processus de limitation de liberté, mais extrêmement insidieux et extrêmement discrets. C'est ce qu'on appelle vraiment la mise sous contrôle, la mise sous tension dans une relation. Dans toutes les situations qui ont mené au féminicide, il y avait du contrôle coercitif. Il y avait de l'emprise. Et c'est quelque chose qu'il faut maintenant maîtriser entre nous, dans notre langage entre professionnels qui agissons sur ces situations-là, pour ne plus laisser les victimes seules. Elles sont seules. Cette solitude, Stéphanie l'a ressentie dans son quotidien, comme dans ses démarches. Vous aviez été à la police? Oui. Vous aviez dit quoi, par exemple, à la police? Mais qu'il me rabaissait, tout ça, que j'oserais pas partir. Ça me l'avait dit. Que j'oserais pas partir. Il dit jamais tu t'oseras partir. Et comment ça s'est passé à la police? Et la police, ils prennent la disposition et puis c'est tout. Il s'est rien passé en fait. Vous auriez aimé que ça réagisse à ça vous dit, ouais, quand même. Qu'est-ce c'est que vous auriez... mieux qu'ils soient interpellés ou qu'on te questionne ou quoi pour voir quoi et qu'est-ce, mais il n'a même pas été entendu, rien du tout. 2 ans après la tentative de féminicide dont elle a été victime, Stéphanie reprend le pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, elle participe à un groupe de parole initié par son amie Maryse. Je me suis dit, je dois avancer et tout ça parce que personne ne le fera à ma place. Je suis vraiment très très contente et très fière que vous soyez là. Et je suis super contente d'avoir mon amie qui est là présente et qui a à peu près le même parcours que moi. Et on s'est rencontrés dans ces circonstances-là. Et elle avait beaucoup de mal à venir. Et c'est la première fois qu'elle vient à un groupe. Et je suis assez émue aujourd'hui de toutes vous avoir et surtout de l'avoir, elle, aujourd'hui. Voilà, très contente. Sois la bienvenue parmi nous, Stéphanie. En ce moment, je me sens heureuse. Je viens de rencontrer quelqu'un. Félicitations. Merci. Et ça se passe bien, quoi. Et je suis heureuse pour l'instant. On est très contente pour toi. Merci. Ce groupe est encadré par 3 psychologues. Habituellement,
Elle travaille dans des écoles. Après une action de sensibilisation, certains enfants sont venus leur demander de l'aide pour leur maman. D'où l'idée de ces échanges. Ils se déroulent dans un lieu tenu secret, car plusieurs de ces femmes vivent encore avec celui qui les violente. J'ai l'impression de ne pas voir le bout ici, ça devient compliqué. T'as fait plein de démarches. On avance. Oui, mais j'ai l'impression que ça va pas aboutir, que je vais me Mais si, ça va retrouver, aboutir. sortir d'une prison pour rentrer dans une autre. Si. Que à chaque fois que je vais voir quelqu'un, ils sont super désagréables. Et quand on est allés ensemble, personne n'était désagréable. Heureusement que t'étais là. Mais ça va aller, hein, je te rassure, ça va aller. Moi, j'ai eu des retours, ça va bien se passer. J'espère, parce que là, je me dis que... finalement, j'aurais pas dû... j'aurais dû rester dans ma situation. Non. J'ai l'impression que... Non. Cette semaine, j'ai eu un coup de blues. Mais c'est vrai que j'avais envie de passer l'arme à gauche, quoi, parce que, Ça te fait peur parce que tu ne connais pas et que c'est l'inconnu. Et que tu es déjà bien démoli dans l'estime de toi. Et donc tu te dis, je vais pas y arriver. Mais c'est un ticket pour ta liberté. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, ok, si je suis pas obligée de parler, je veux bien venir. Et après, à la première séance, elles ont toutes parlé. Oui. Parce qu'il y a cet effet miroir où au final, elles se rendent compte qu'elles ont toutes été mariées ou en couple avec la même personne. Enfin, en tout cas, une personne qui a les mêmes mécanismes. Elle est mon cœur. Ta musique, là. Je suis crevé. Et les jours où j'aimerais avoir ta vie. La rabaisser n'est pas un acte banal. Et si c'était de la violence conjugale? Choisissez la meilleure version de vous-même. Contactez-nous pour en parler au 0800 30 030. ça commence souvent comme ça. Ça commence souvent comme ça? On se projette. Ça, c'est le début. Et on se rend pas compte que ça va empirer. Et quand ça empire, on s'en rend pas compte non plus. Sa maman, elle en a peur parce qu'elle sait de quoi il est capable et elle a jamais rien dit non plus. Donc voilà, enfin, on préfère pas en parler. Cette peur complique vraiment tout, cette honte complique tout parce qu'on doit raconter devant des gens qu'on ne connaît pas et c'est quand même honteux de se laisser faire, de se laisser humilier, de se laisser rabaisser, de se laisser maltraiter. Bien sûr, c'est honteux. Il faut tout un travail pour comprendre que c'est pas de notre faute et qu'on ne doit pas avoir honte, que ce sont les agresseurs qui devraient avoir honte. Les agresseurs. Ces hommes violents, nous avons aussi voulu les rencontrer, tenter de comprendre et de répondre à cette question: pourquoi agissent-ils de la sorte? Vous allez le voir, ils vont être moins courageux que les victimes. Kevin, c'est sa 18e. Kevin 18e. Kevin 18e, Fred, c'est sa 12e. Lui, il faut qu'on fasse son récit la semaine prochaine, absolument. Sophie et Gaëtan sont deux psychologues de la SBL Praxis, spécialisés dans la prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales. On a un accueil. On a l'accueil des deux nouveaux. Dans quelques instants, ils vont encadrer un groupe de parole de 10 hommes. Pour la grande majorité, c'est une décision judiciaire qui les envoie ici. Je trouve que c'est intéressant que ça apparaisse comme une forme de violence, ça. Parce que ça, ils ne le voient pas toujours comme étant dans la violence, en fait, de s'en prendre au nouveau. On appelle ça un parcours thérapeutique. 21 séances de 2 heures pour se confronter les uns aux autres et aussi à soi-même. On sait que déjà, il va justifier par l'alcool. Et nous, on va aller questionner la fonction de l'alcool. L'alcool n'est jamais responsable de la violence. Hein, Non, ce serait un peu trop simple. Vous ne verrez aucun de ces hommes. Ils ont refusé de répondre à nos questions au moment où nous avons prononcé le mot « féminicide ». Les chaises resteront donc vides. Parler de féminicide,
ça les renvoie à la facette la plus sombre d'eux, qu'ils ne veulent pas encore se reconnaître, mais ça les concerne. Certains ont pu le dire, si par exemple mon enfant n'était pas intervenu dans la scène où j'étais en train de l'étrangler, peut-être que ça aurait pu être moi qui ai agi un féminicide. Mais c'est confrontant et le travail que l'on fait, c'est de la confrontation, mais c'est aussi du soutien. Et donc il faut pouvoir avoir un lien de confiance suffisamment établi que pour aller petit à petit les amener à ça, quoi. Un jeune homme va nous donner cette confiance. Lui, c'est de manière volontaire qu'il a participé à ces groupes de parole. Nous l'appellerons Max. J'essaye de passer un message et de faire parler un peu tout ce que j'ai vécu, parce que je le regrette. Max est poursuivi pour coups et blessures sur son ancienne compagne. Vous diriez que vous êtes quelqu'un de violent ? Non. Non, je peux pas dire que je suis quelqu'un de violent. Vous diriez que vous avez été un homme violent ? Je l'ai été, oui. Mais dans la globalité de ma vie, je n'ai jamais été violent, ni à l'école, ni avec mes parents. Jamais. Il y a eu des problèmes financiers avec un enfant qui arrivait. Et là, ça a commencé. Ça commence par des crises. Puis pour arrêter les crises, j'ai dû un petit peu l'attraper pour la calmer. Et puis et à force, une fois, deux fois, les crises n'arrêtaient pas. Et là, le coup, il est parti. Et une fois que ça arrive une fois, ça arrivera à chaque fois. C'est comme une barrière qui tombe. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça a été jusqu'où? Des coups de poing, mais sur l'épaule, jamais la figure. Jamais au visage, jamais... On choisit pour le mieux, si je peux dire. C'était plus pour la calmer ou de me faire entendre, qu'on me comprenne, que je suis à bout, que j'en pouvais plus et que ça devait arrêter. Les violences, elles ont duré combien de temps? 8 ans. Ça a commencé par des mots, puis par des disputes, et après par des coups. C'est la faute de la femme? Pour ma part, pour mon expérience, je dirais que oui. Mais voilà, elle n'a pas demandé d'être frappée, mais voilà, il y a des formes de respect qui doivent être l'un envers l'autre. Et pour moi, c'est la faute aux deux. Comme je vous ai déjà dit, on prend conscience au moment où c'est trop tard. Max regrette de ne pas avoir demandé de l'aide avant de tout perdre, dont l'essentiel à ses yeux, la garde de sa fille. Pour elle, il veut poser de nouveaux choix. La violence, elle est un choix de toute façon. Le passage à l'acte, c'est un choix. Ils vont dire, mais non, j'avais pas le choix. Elle m'a provoqué, j'avais bu, j'ai eu une enfance difficile. Ils vont toujours aller chercher ce qu'on appelle nous des justifications. Hein, et on va les démonter, ces justifications. Et dire qu'effectivement, si il y a le choix d'agir la violence, il y a aussi un choix de ne pas l'agir. Mais ça, c'est leur responsabilité. Et donc, au terme de ce parcours, ils ont des clés, ils ont des outils. Mais ce sera toujours à eux de choisir de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Ça, c'est leur part à eux, c'est leur responsabilité. En attendant, c'est sur les épaules des victimes que reposent les responsabilités. Celle de parler, de dénoncer, de partir, de se protéger. Un bouton à placer dans son sac, autour du cou ou à son poignet pour prévenir les secours. Testé depuis 2019 dans une zone de police flamande et depuis plusieurs mois dans la capitale. En test dans plusieurs commissariats, celui-ci a fait ses preuves pour lutter contre les tentatives de féminicide. Aujourd'hui,
Il existe 1000 alarmes anti-rapprochement en Belgique. 82 sont actuellement utilisées. Elles suscitent beaucoup d'espoir. De quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, nous vous emmenons dans l'un des 5 commissariats de la zone de police Bruxelles-Nord. Nous avons rendez-vous avec la gestionnaire des dossiers de violences intrafamiliales, une jeune femme impliquée et passionnée. Alors les voilà, les fameux boutons. Donc voici tout ce qui va avec le bouton. Donc on reçoit ça, donc c'est de la zone de police. Donc chaque commissariat reçoit un nombre de boutons par commissariat. Oui. Ce bouton il se présente comme ceci. Donc je vais vous le montrer. En fait c'est un petit bouton il y a un petit clapet à l'arrière qui permet d'accrocher le bouton à par exemple un sous-vêtement ou un pull ou même dans le sac, on peut l'accrocher à... On peut par exemple mettre une sorte de collier, le mettre à un collier. Dès qu'on appuie, il est activé via l'application 112. Donc dès que la personne enclenche le bouton, les services de police nationaux, donc si par exemple elle est à Ostende et qu'elle n'est pas dans la zone de police, même à Ostende, ils reçoivent l'information que madame ou monsieur a un bouton d'alerte. On la localise et des services de police doivent intervenir. Dès que c'est activé, il faut qu'une patrouille aille sur place voir ce qui se passe. Donc c'est une obligation. Donc elle est localisée H24 et le bouton est relié au GSM. Donc la personne ne doit pas expliquer ce qui se passe. Au contraire, tout est enregistré. Et donc on écoute en live ce que la personne dit, ce qui se passe, on entend les bruits, les enfants... Et tout va être enregistré vraiment en live. Vous dites que vous en avez 3, là il y en a 2, ça veut dire qu'il y en a une qui est placée déjà. Alors ici, oui, il y en a une qui est placée et ça fonctionne très bien. Si vous voulez, j'ai remarqué aussi une différence sur le sentiment d'insécurité de la personne. Le fait qu'elle ait ce bouton, c'est comme si, elle nous a expliqué, c'est comme si elle avait la police avec elle H24. Pour avoir droit à cette protection, il faut être séparé de son conjoint. Il faut aussi que la police et la justice estiment le danger de mort toujours bien réel. Quand on sait que la violence ne s'arrête pas après la séparation et que la rupture est un moment dangereux en soi, on vous avoue que 3 alarmes, cela nous a paru bien peu. Pour moi, on devrait en avoir plus. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense que la plupart des collègues ou même le parquet seraient d'accord. Vous avez déjà des demandes pour les 2 Oui, j'ai une demande que je vais traiter demain, à l'initiative du parquet de Bruxelles, pour une dame, encore une fois, qui est menacée. Donc ici, mon rôle sera de demander et de faire en sorte que madame puisse éventuellement avoir aussi un bouton d'alerte. L'inspectrice a déjà traité quelques 90 procès-verbaux pour des violences intrafamiliales depuis le début de l'année, uniquement pour ce commissariat. Ce week-end, nous avons eu 4 dépôts de plainte pour coups et blessures avec des interruptions de travail. On a un cachet qu'on met sur le procès-verbal à l'attention du parquet. Et ce cachet vif et IFG en néerlandais, ça nous montre en fait que c'est urgent et c'est dans le cadre d'une violence intrafamiliale. Vous avez une idée de combien de fois vous avez utilisé ce cachet depuis le début de l'année? Très souvent. On l'utilise. Mes collègues à l'accueil et à la garde pour vous confirmer qu'ils l'utilisent très souvent. Vraiment. En 2022, 4848 cas de violence intrafamiliale ont été enregistrés par la police en région de Bruxelles-Capitale. Soit 13 par jour. Plus d'alarmes, cela voudrait dire plus de moyens. Et ça, dès le début de la chaîne d'intervention. Centrale d'urgence de la police, noodcentrale van de police. Nous sommes au centre d'information et de communication de Bruxelles, le lieu où tous les appels urgents convergent, y compris ceux des alarmes anti-rapprochement. Des appels qui s'ajoutent aux autres sans être prioritaires. Pour nous, chaque citoyen a besoin d'avoir une réponse au plus vite et qu'on a différents appels qui sont pour nous tous urgents. Et donc on ne va pas nous faire la distinction, c'est plutôt la programmation qui va faire la distinction et le suivi par après. Mais ce n'est pas nous de faire la distinction, tout est urgent. On va s'occuper de chaque personne qui a besoin d'aide. La seule chose qui change, ce sont les consignes liées à l'appel. La victime potentielle n'a pas besoin de parler. Les informations apparaissent directement sur l'écran. Le call center peut réagir automatiquement.
Ici, on a déjà une information sur où elle pourrait se trouver, son nom, elle habite où, une localisation. Si jamais elle ne peut pas parler, on aura déjà le système qui nous donne des informations supplémentaires qui peuvent aider à nous guider vers la victime. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne clairement. L'idéal, c'est qu'on est nombreux et qu'on sait donner à tout le monde la même attention particulière. Et pour ça aussi, au moment qu'on prend l'appel, on ne sait jamais combien de temps on est occupé. Donc, l'idéal, c'est avoir assez de personnel et assez de collègues pour pouvoir répondre de façon qualitative. C'est le cas ? En ce moment, pas vraiment. On voudrait être plus nombreux. Le plus gros problème, c'est le manque de financement. Quand on veut changer des choses dans une société, il faut mettre de l'argent sur la table. Au fond, il n'y a pas une lecture globale. Et c'est vraiment ça, je pense, qui peut changer la donne. C'est d'avoir un ministère fédéral qui est financé, qui a une administration et qui coordonne toutes ces actions et qui donne un signal à la population. C'est une priorité, la lutte contre les violences envers les femmes. Et ce n'est pas le cas. Tout au long de notre enquête, nous avons rencontré des personnes bien décidées à faire bouger les lignes. Ici, on prépare une formation à destination des avocats du barreau de Bruxelles. C'est la raison de la formation, en fait. On doit aussi, nous, en tant qu'avocats, être au courant de cette grille d'évaluation. Parce qu'on doit être capable de déterminer quels sont les facteurs de risque de violence dans le couple. Ici, policiers, intervenants de terrain et magistrats sont sensibilisés à un nouveau dispositif qui permettra d'unir leurs compétences pour mieux protéger les victimes. En fait, ça permet de travailler sur les situations critiques, donc à très forte dangerosité. À la Louvière, Sandra est la cheville ouvrière du service d'aide aux victimes. Au sein même du commissariat, cette psychologue jongle entre l'urgence et le suivi des victimes. Sans relâche, elle écoute, encadre, oriente. Est-ce qu'elle est en danger pour le moment? Est-ce qu'on doit envisager autre chose? Je pense que non. Elle a signalé les choses. Elle est en danger actuellement. Et puis, il y a Maryse. Aujourd'hui, elle a fondé sa propre ASBL pour informer, pour prévenir. Ce jour-là, dans cette école, devant des classes plus silencieuses que jamais, Maryse se dévoile afin de sensibiliser ces jeunes. Le danger, c'est quand on les quitte. À savoir que je l'avais quitté depuis 6 mois. Il a quand même voulu me tuer. La plupart des tentatives de féminicide ou des féminicides se font quand la victime part. Et cela fonctionne. Est-ce que quelqu'un a déjà été victime ou témoin de violence? Plus que la moitié de la classe. Une situation pareille, personne ne peut la vivre ou la survivre, mais franchement, je vous félicite. Merci. Et je trouve fabuleux votre action. On doit en parler un maximum, et je n'arrêterai jamais.